Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Mines et de la Géologie était ce mercredi face à la presse au siège du département à Kaloum. Objectif pour Abdoulaye Magasouba d'annoncer la tenue prochaine du symposium Mine Guinée, prévu du 9 au 11 mai 2017 avec pour thème secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs. Ce symposium constitue le plus grand événement minier de l'Afrique de l'Ouest. Explication Alseni Diallo. Le département des mines, en partenariat avec la société britannique Amdred, s'active dans les préparatifs pour l'organisation du symposium axé sur le domaine minier. Selon le ministre des Mines, cette rencontre regroupera 500 représentants, une centaine d'exposants et plus de 2000 visiteurs provenant d'au moins 25 pays à travers le monde. Un colloque qui permettra aussi à la Guinée de promouvoir les réformes en cours dans ce secteur. Cette réforme devra permettre de faire du secteur minier guinéen une destination d'Afrique pour les investisseurs. Le symposium, comme toute activité de promotion minière, sert à mieux faire connaître les opportunités d'investissement en Guinée et comment est-ce que ces opportunités d'investissement peuvent être transformés en projets concrets. En plus des questions liées à la connaissance géologique, il y a aussi des thématiques concernant les réformes institutionnelles engagées dans le secteur minier qui seront abordées. Ce que nous faisons aujourd'hui est focalisé sur la promotion de l'investissement dans le secteur minier. Il est vrai que certains sujets qui ont été abordés au cours de la table ronde vont aussi être abordés, mais dans un cadre d'information des différents acteurs qui vont venir pour que, sur la base de ces informations-là, que les acteurs puissent formuler leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. Parce qu'il y a le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que ce qui se fait dans le secteur minier n'est pas suffisamment connu. Pour cette année 2017, le thème central retenu pour ce symposium est « Secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs évoluant dans ce domaine ». L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, a bénéficié ce jeudi d'un important lot de kits de protection individuelle et d'analyse. 10 000 au total. Des articles d'équipement supplémentaires sont des dernières générations, confortables et simples à utiliser dans les laboratoires. C'est lot de matériel destiné aux laborantins et autres agents de santé offerts par la société japonaise Toray Industries devra permettre d'améliorer les conditions de travail pour la prévention des épidémies en Guinée. Moussa Sefa Kamara. Ces équipements de protection individuelle seront essentiellement utilisés par les agents de santé qui ont la charge de faire les prélèvements et le traitement des échantillons afin d'obtenir un résultat fiable. Après avoir testé à 2 reprises ces matériels, les spécialistes les jugent adaptés. La différence c'était que maintenant la température du corps ne s'élève plus. Comme dans le premier cas, quand vous portez 1 heure, voilà, il mesurait à quel degré votre température peut s'élever. Si c'était en caoutchouc, maintenant ici c'est une matière beaucoup plus fine et qui ne permet pas d'élever la température. Deuxièmement, vous ne vous soufflez, il n'y a pas d'essoufflement, donc vous pouvez respirer correctement à l'intérieur, même si vous avez les masques, etc. Dans la même lancée, le directeur national de l'Agence nationale de sécurité sanitaire se souvient encore des difficultés dans lesquelles travaillaient les agents de santé sur le terrain, d'où sa réjouissance en recevant ce don. Force est lieu d'avouer, il faisait excessivement chaud à l'intérieur, et la plupart de nos prestataires ne pouvaient pas tenir dans cette tenue en plus d'1 heure. Ce qui a poussé les scientifiques de tous bords de réfléchir sur la production de nouvelles tenues où on peut tolérer cette difficulté liée au climat. Pour le donateur, c'est une suite logique des gestes accordés à la Guinée par le gouvernement, des sociétés et autres ONG japonaises pour l'amélioration des conditions de travail. Ceci pour leur permettre de lutter efficacement contre les maladies épidémiologiques en Guinée, même celles potentielles.
Non seulement Ebola, mais les maladies infectieuses qui ont de potentielles épidémies hautement menacées pourraient arriver dans le monde entier, non seulement en Guinée. C'est pour cela que ce qui est important, c'est vraiment les préparer les prochaines épidémies. Cette fourniture est la troisième étape de l'appui du Japon en termes d'équipement sanitaire depuis la période de lutte contre Ebola. Des acquis qu'il faut bien pérenniser. Santé toujours, l'Organisation mondiale de la santé élira le 22 mai prochain son prochain directeur général. En prélude donc de cette élection, l'un des trois candidats en course, l'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères, va à l'offensive pour expliquer sa politique aux pays membres. S'il est élu bien sûr, de Dr Tedros Adhanom. En séjour à Conakry, s'est entretenu mercredi avec la presse guinéenne. Omar Sow était de la partie, suivez son compte rendu. La course à la direction générale de l'Organisation mondiale de la santé s'avère rude. L'OMS vient de livrer la liste des trois candidats qui voudront occuper en mai le fauteuil de la plus grande institution mondiale. Dans cette course se trouvent en finale une femme et deux hommes, dont Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'Éthiopie. L'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères de 51 ans se trouve aujourd'hui soutenu par l'Union africaine. Tedros Adhanom, chercheur de renom sur le paludisme, cet ancien ministre de la Santé souhaiterait devenir le premier Africain à diriger l'OMS. La raison pour laquelle je suis venu en Guinée en tant que le président Condé, en tant que président de l'Union africaine, c'est pour demander son support pour galvaniser tous les pays africains, mais pas seulement les pays africains, mais aussi tous les autres pays qui concourent à ce que cette élection se passe dans de bonnes conditions. Selon Tedros Adhanom, l'OMS est l'agence des Nations Unies la plus influente car elle coordonne les réponses aux épidémies telles que Ebola et Zika, mais fixe également les normes pour les systèmes de santé nationaux, y compris les pays occidentaux. Raison de plus pour cet ancien ministre de la Santé, à travers sa candidature, de manifester sa volonté d'œuvrer pour l'amélioration de la santé mondiale. L'Éthiopie est aujourd'hui l'un des rares pays qui a pu se sortir de certains problèmes de santé en se basant sur l'organigramme, en se basant sur même les bases que l'Organisation mondiale de la santé avait mis en place, que tous les pays devaient se référer pour essayer de décoller. L'actuelle directrice générale de l'OMS est le Dr Margaret Chan, qui a enchaîné 2 mandats de 5 ans depuis 2006. Le choix du futur patron de l'OMS sera décidé par les 194 pays membres lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 23 mai prochain. Et le nouveau directeur général prendra fonction le 1er juillet 2017. À rappeler que les deux autres candidats sont le Dr David Nabarro et le Dr Sania Nishtar. Autre facette de l'actualité nationale. Le capitaine Moussa Dadis Camara dit être disposé à rentrer en Guinée. Interrogé ce jeudi par nos confrères de la radio Espace FM, l'ex-chef de la junte militaire répond par oui, je rentrerai au pays si les tribunaux le désirent. Le numéro 1 du Conseil national pour le développement et la démocratie sort de son silence quelques jours seulement après l'extradition de son aide de camp qui aurait tenté de l'assassiner. Décryptage Aminata Touré. C'est un Dadis Camara avec la même énergie de 2008 et 2009 qui s'est à nouveau fait entendre dans les grandes gueules d'Espace FM Guinée ce jeudi. Au centre des échanges avec nos confrères, l'affaire du 28 septembre et toutes les autres questions saignantes de l'actualité nationale. Le premier thème a vraisemblablement dominé les débats. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement, interrogé sur l'extradition en Guinée de son ex-aide de camp, Aboubakar Sidiki Tchakité alias Toumba, Dadis Camara estime que c'est Dieu qui rend peu à peu justice et met toute sa confiance aux tribunaux guinéens. S'agissant de son retour en Guinée, l'ancien chef de la junte laisse croire que tout dépend désormais de la justice guinéenne. Le capitaine Moussa Dadis Camara a aussi fait savoir qu'il a mis fin à sa carrière politique en réaffirmant son retrait des FPDD, le parti qui a voulu le porter candidat au compte de la présidentielle de 2015. Les droits des femmes et la détention provisoire illégale sont entre autres questions de droits humains lesquels la Guinée peine encore à respecter comme prévoient les textes en vigueur dans le pays. C'est en substance ce qui ressort du rapport copublié par la FIDH, l'OGDH et l'ONG Même Droit pour tous depuis Genève en Suisse.
Des insuffisances sur lesquelles d'autres activistes des droits de l'homme se sont aussi exprimés sur place à Conakry. Reportage Aïssata Fofana. Depuis 1982, la République de Guinée a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et en 2012, celle de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Des institutions qui prônent la promotion des droits de la femme, surtout en matière d'égalité et de santé de la reproduction. Mais aujourd'hui, le pays n'arrive toujours pas à suivre rigoureusement ces textes qu'il a ratifiés, notamment en ce qui concerne la polygamie, un sujet qu'il compte faire adopter dans son tout nouveau code civil. Quand nous prenons par exemple le cas de la polygamie, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prône la monogamie parce que c'est une question d'égalité des sexes, une question d'égalité entre l'homme et la femme. Mais récemment, vous savez qu'avant, dans le premier code civil guinéen, la polygamie était interdite, même si cette interdiction n'est pas conforme avec la réalité. C'est interdit, mais on la pratique quand même. Récemment, dans le projet de code civil révisé, avant que les gens ne s'insurgent, on a failli légaliser la polygamie. La question, elle reste posée. Est-ce qu'ils vont légaliser la polygamie? Le problème, il est là. C'est une question sempiternelle qu'on se pose. Autre défaillance soulignée dans le rapport publié par les organisations de défense des droits de l'homme sur la Guinée à Genève, c'est les cas de viol conjugal. Même si la question est moins évoquée dans la société, le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et même Droits pour tous recommande son incrimination. Vous savez que ça existe même dans la vie de couple et cette recommandation a été faite en 2007 par dans le protocole de Maputo. On suppose qu'une femme ne devrait pas être forcée à avoir des relations, même dans la vie conjugale, ce qui est contraire à la religion musulmane, parce que dans la religion, on suppose que la femme ne devrait pas refuser. Maintenant, sur quoi faut-il se fonder en tant que pays qui a ratifié ces conventions? Est-ce qu'il faut se fonder sur les accords, le contenu des accords de nos textes de loi, de nos textes de loi, ou bien il faut juste ratifier les conventions et les mettre là, parce que les cas de viol conjugal, ça existe, mais c'est pas criminalisé. Alors le rapport voudrait que vraiment qu'on prenne le viol conjugal comme un crime. Quant à la détention provisoire illégale, elle reste tout entière. C'est pourquoi ces organismes de défense des droits humains notent l'urgence à réformer la chaîne pénale en mettant notamment fin à ces détentions. La détention illégale, pour même les infractions spécifiques, ça ne peut être que de 12 mois renouvelable une fois. Ça veut dire que si quelqu'un fait dans les liens de cette infraction, plus de 2 ans, et de façon sans jugement, alors la détention illégale est déjà au rendez-vous. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, il y a quand même toutes les garanties, ce qu'on appelle les garanties judiciaires. Il faut que les garanties judiciaires soient là. Ne disposant pas les dernières statistiques certes, mais d'après le coordinateur national de l'ONG Même Droit pour tous, ils sont nombreux aujourd'hui des citoyens à être dans cette situation de détention provisoire dans les prisons guinéennes. Autre rapport, c'est bien le consortium des associations des jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée qui a publié le sien ce jeudi sur les événements du 20 février dernier à Conakry. Présenté en partenariat avec le Centre guinéen de promotion des droits de l'homme, ce rapport met en exergue, disent-ils, des bavures policières enregistrées ce jour de violence consécutive à la grève des enseignants à Conakry. Compte rendu, Mariama Baïlouli. C'est un document de 27 pages qui a été présenté aux journalistes par les membres du consortium des associations de jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée. Son contenu parle des violences survenues dans la capitale Conakry lors de la grève des syndicats et les jours qui ont suivi. Selon ces ONG, les forces de l'ordre n'ont pas été à la hauteur pour contenir la situation, d'où les dérapages enregistrés. À maints endroits, des émeutes ont éclaté entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre, entraînant des violences au cours desquelles 5 personnes ont trouvé la mort. Le premier jour, lundi 20 février 2017, 3 personnes le deuxième jour, mardi 21 février, et des dizaines de blessés par balle et des arrestations et de destruction de biens matériels. Les affrontements entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre ont fait plusieurs dizaines de blessés, dont des civils et des agents des forces de l'ordre.
certains handicapés à vie et 6 morts, dont une femme en état de famille et 5 garçons. Malgré les pertes matérielles et en vies humaines, le consortium des associations des jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée estime qu'aucune enquête sérieuse n'est en cours pour situer les responsabilités. C'est pourquoi, en termes de recommandations, ces ONG de défense des droits de l'homme appellent l'État à veiller au respect du principe de séparation des pouvoirs et des attributions constitutionnelles. Demandons à l'État de respecter et faire respecter ses engagements nationaux et internationaux relatifs au maintien d'ordre lors des manifestations. Souhaitons le respect des engagements pris dans l'application des accords de sortie de crise politique et sociale pour empêcher d'éventuels incidents. Invitons l'institution nationale indépendante des droits de l'homme à jouer son rôle de protection et d'accompagnement en cas de saisie par les victimes, de porter leur plainte devant les juridictions compétentes. Regrettons les déclarations du parquet niant l'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre pendant les manifestations. Attendons avec impatience la publication du rapport attestant ces allégations. À défaut, considérons de tels propos comme un délit de justice et un mépris à l'endroit des victimes. Demandons à l'État d'apporter toute la lumière sur cette affaire en ouvrant des enquêtes pour arrêter et sanctionner les responsables de ces tueries. Si ces recommandations ne sont pas prises en compte, ces ONG entendent porter plainte contre l'État au niveau des juridictions nationales et internationales. Sport à présent, la capitale guinéenne s'apprête à abriter le tournoi de la zone 2 du karaté. Pour être donc au rendez-vous, la Fédération guinéenne du karaté a lancé hier mercredi les activités préparatoires de cette compétition. Face à la presse à son siège à Dixine, la Fédération a apporté toute la lumière sur le niveau d'avancement des travaux et des équipes guinéennes devant participer à la compétition. Diao Bachir, Moussa Sefa Kamara. 8 pays ouest-africains plus la Mauritanie prendront part à ce championnat de karaté en sa 3e édition à Conakry. Selon les membres de la Fédération guinéenne de karaté, tous les dispositifs sont en place pour le bon déroulement de la compétition. Maître Cheikh Kondé, président de la FEGI Karaté, rassure le public guinéen et les fans de cet exercice physique. En tant que technicien à la matière, je suis très rassuré et je tiens aussi à vous rassurer que cette équipe aujourd'hui qui s'apprête à affronter les autres pays est une bonne équipe bien préparée sur le plan tactique, technique et psychologiquement ils sont très remontés pour affronter cette compétition. L'objectif principal de cette manifestation sportive est de doter l'Afrique d'athlètes performants de toutes catégories confondues pour les compétitions internationales, précise Ismaël Keita, directeur de l'UFAC. Cette compétition Cadet Junior Espoir, c'est une compétition vraiment qui doit projeter sur l'avenir. Parce que vous savez qu'à Rio 2016, les gens ont accepté le karaté comme discipline additionnelle. Donc à partir de Rio, les gens vont voir maintenant à Tokyo 2020, ça dépendra, il y a Paris je crois, il y a Rome, il y a Budapest, il y a un qui a désisté. Si le karaté est maintenu, s'il y a des karatékas qui vont être là-bas, c'est des karatékas qui ont cet âge aujourd'hui. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a 30 ans, comme d'habitude nous on le voit. On amène le gars après, pourtant il est âgé, mais on savait qu'il est âgé avant de l'amener. Donc ce sont ces jeunes de 18 jusqu'à 20 ans, si vous projetez qu'on se dise la vérité, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, vous ne pourrez pas avoir aujourd'hui des karatékas que vous comptez voir sur le tapis olympique en 2016. Du côté du département également, toutes les conditions semblent être réunies pour réussir à ce pari qui est une première en Guinée, a déclaré Kabassan Keita, directeur national des sports. Le département a accompagné la fédération. Aujourd'hui, tous les officiels, tous les athlètes sont logés. Ceux qui arrivent seront logés aussi. C'est un accompagnement du département. Deuxièmement, tout ce qui est lié au transport des athlètes entre leur domicile et le lieu de compétition, des officiels aussi, la même chose, le département accompagnera la fédération. Pendant ces 5 jours, le palais des sports vibrera donc au rythme du karaté ouest-africain. À l'international, Londres pense ses plaies et pleure ses morts. Hier, un homme a foncé dans la foule, il a poignardé un policier
Il a été certes abattu, mais après avoir tué 3 personnes. Alors l'enquête n'a fait que commencer. La piste islamiste est privilégiée et même plusieurs raids ont été menés. À Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, l'on apprend que l'auteur était connu des services de renseignement britanniques. Regardez. Quelques clichés pris à la sauvette, témoins des perquisitions menées cette nuit, notamment ici à Birmingham. C'est dans cette ville que le 4x4 utilisé hier par l'assaillant aurait été loué. Au total, 6 raids ont été effectués par la police, 8 personnes ont été arrêtées. L'enquête se poursuit à Birmingham, Londres et d'autres endroits du pays. Nous pensons, et notre enquête semble le confirmer, que l'attaquant agit seul et s'est inspiré du terrorisme international. La police refuse cependant de divulguer l'identité de l'assaillant. Mais depuis ce midi, on sait qu'il est né en Grande-Bretagne et qu'il était connu des services de sécurité. Ce qui semble sûr à ce stade également, c'est qu'il est à l'origine de l'ensemble des événements qui se sont produits hier. À bord du véhicule, il s'engage sur le pont de Westminster, fauche de nombreux piétons et termine sa course folle sur le bas-côté. Ensuite, il quitte le véhicule et court vers les grilles du Parlement où il poignarde mortellement un policier avant d'être lui-même abattu par la police. Le policier poignardé avait 48 ans, 15 ans de service. Il était marié et père de famille. 3 civils ont également été tués dans l'attaque et nous pensons qu'une quarantaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement, notamment 3 policiers qui sont dans un état critique. Enfermés durant de nombreuses heures après l'attaque, les députés ont pu quitter le Parlement en fin de soirée. Ils racontent leur épreuve. Un policier est sorti de nulle part dans le cloître où marchaient quelques députés. Il a crié « À terre, sur le sol, retournez à l'intérieur, mettez-vous en sécurité ». Et donc on est rentré et on a cherché un lieu sûr. Ce jeudi, des centaines d'enquêteurs restent à pied d'œuvre dans le pays, mais surtout à Londres, où ce matin les environs du Parlement étaient littéralement passés au crible à la recherche du moindre indice. Disons que c'est une confirmation des doutes des enquêteurs britanniques. L'État islamiste, revendique déjà cet attentat. L'auteur est donc bien un radicalisé qui a sémé la mort hier dans le quartier emblématique de Westminster. L'enquête continue, 7 personnes ont été interpellées et la capitale du Royaume-Uni est toujours sous le choc. Regardez. Ambiance pesante ce matin au Parlement. 1 minute de silence en guise d'ouverture de session. Hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé mercredi le cœur touristique de Londres sur le pont de Westminster et aux portes du Parlement. Le bâtiment a rouvert ce matin conformément aux vœux de Theresa May. La première ministre britannique s'adresse à ses députés et réitère sa volonté de ne pas céder à la peur. Ce qui motive ces terroristes, c'est de détruire les valeurs qui définissent notre démocratie, la tolérance et les droits humains. Nous devons rester unis. L'auteur de l'attentat était de nationalité britannique. Un extrémiste connu des services de sécurité a annoncé également la première ministre. Scotland Yard refuse toujours de révéler son identité. Cette nuit, la police a opéré des raids dans la ville de Birmingham notamment et annoncé plusieurs arrestations. 6 lieux ont été investis, 7 arrestations ont eu lieu. Les investigations se poursuivent à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays. Londres, touché de nouveau par le terrorisme. Mercredi à 14h40, un homme a semé la panique et la mort en fonçant avec sa voiture dans la foule sur le pont de Westminster. J'ai vu le véhicule, j'ai couru sur les lieux et j'ai vu ces gens qui se tordaient dans une mare de sang. L'assaillant a ensuite tenté de pénétrer dans l'enceinte du Parlement britannique et poignardé un policier avant d'être tué. Le bilan des victimes de cet attentat est de 3 morts et des dizaines de blessés, dont plusieurs touristes étrangers. L'acte, commis 1 an jour pour jour après les attentats meurtriers de Bruxelles, vient d'être revendiqué par le groupe État islamique. Malgré un niveau d'alerte élevé, la ville de Londres n'avait pas connu d'attaque d'une telle ampleur depuis les attentats dans le métro en 2005, qui avaient fait une 50aine de victimes. On y va à présent aux États-Unis, à Washington précisément,
où la coalition internationale anti-djihadiste promet de détruire l'État islamique, éradiquer la menace djihadiste et tuer al-Baghdadi. Les 68 pays membres de ce front antiterroriste étaient réunis hier dans la capitale américaine. Et cette rencontre est la première depuis l'élection de Donald Trump. Les États-Unis ont justement répété leur détermination comme pour asseoir leur leadership. Regardez. Vaincre l'État islamique, la coalition affiche son objectif. Devant les représentants de 67 pays, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, promet l'élimination prochaine d'Abu Bakr al-Baghdadi. Il y a de nombreux défis à relever au Moyen-Orient, mais vaincre l'État islamique est l'objectif numéro 1 des États-Unis dans la région. Les États-Unis entendront-ils la voix de la France? Paris s'inquiète de ce qui se passera après la chute de Raqqa. Pas question de laisser le pouvoir à Bachar el-Assad. Même si on faisait tomber Daesh à Raqqa, et si on laissait cette situation de guerre civile permanente, on n'aurait pas réglé la question de la sécurité, on n'aurait pas réglé la question du terrorisme en Syrie. Jean-Marc Ayrault fait valoir un argument de poids. La France est le deuxième pays le plus impliqué dans les frappes contre l'État islamique, après les États-Unis. Aux États-Unis toujours, et pour terminer, Donald Trump a décidément du mal à se défaire du soupçon des collisions avec la Russie. Bien au contraire, la thèse est même étayée par de nouvelles révélations. D'après l'agence AP, son directeur de campagne est accusé d'avoir travaillé en secret pour Moscou et promouvoir les intérêts du régime Poutine. Regardez. Compromis dans une affaire de corruption en Ukraine, Paul Manafort, le directeur de la campagne de Donald Trump, avait dû démissionner au mois d'août. Aujourd'hui, ce sont des accusations autrement plus graves qui font surface. Paul Manafort a travaillé secrètement pour le compte d'un milliardaire russe, Oleg Deripaska, afin de défendre les intérêts de Vladimir Poutine, un job qui lui aurait rapporté 10 millions de dollars par an depuis 2006. Le porte-parole de la Maison-Blanche ne voit pas de quoi fouetter un chat. Des démocrates ont aussi œuvré pour des intérêts russes. Paul représentait, c'est bien connu, de nombreux clients aux Caraïbes, en Asie, en Europe. Ce travail pour des clients étrangers est connu et comparable au travail de Tony Podesta, qui a levé des fonds pour Clinton, dont le frère John a dirigé la campagne d'Hillary Clinton. L'an dernier, pas il y a 10 ans, Tony Podesta a fait du lobbying pour que la plus grande banque russe ne soit pas sanctionnée. Et John Podesta, directeur de campagne de Clinton, était administrateur d'une compagnie d'énergie russe. Soit. Mais Paul Manafort est, lui, accusé d'avoir mis au point une stratégie confidentielle afin d'influencer politiciens, hommes d'affaires et médias américains au profit du régime de Poutine. De quoi renforcer les soupçons de manipulation par la Russie de l'élection présidentielle au profit de Donald Trump. C'était tout au compte de cette édition d'information. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.tamtamguinée.com et cliquer sur Journal. Et au revoir.